what's up, c'est Christopher CDG. Aujourd'hui, on est dans un nouveau délire que j'ai appelé The Story. Et on est avec Juhani, qui va nous raconter son histoire. Donc je m'appelle Juhani, je me présente, je viens de la Guadeloupe et je suis arrivé en France il y a quelques années. Donc je vais vous raconter en quelques minutes comment j'ai crevé de faim, comment j'ai été escorte et comment j'ai radicalement changé de profession par la suite. Je suis tombé malade, j'avais 14 ans. On m'a diagnostiqué une pathologie cérébrale et par la suite j'ai vécu ce qu'on appelle peut-être un dysfonctionnement nerveux. Donc parfois il m'est arrivé de perdre mes capacités motrices, donc mes jambes, mes bras, notamment aussi de perdre la vue, l'ouïe, parce que tout ce qui est relié à mon système nerveux, déconne. En gros, là, c'est à 14 ans que tu as découvert cette maladie? C'est ça. D'accord. Et avant, tu n'avais rien du tout? Non. Et c'est venu d'un coup. On m'a diagnostiqué un kyste au départ. Et de là, j'ai commencé à avoir des problèmes. Donc, avoir une perte de sensibilité au niveau des jambes, bras, perte d'essence. Puis je suis devenu épileptique. Donc j'ai commencé à faire des crises convulsives, à avoir des problèmes de mémoire. Ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivé ici, professionnellement parlant, j'ai galéré à trouver du travail. Ma maladie est une chose qui m'a mis des freins, que ce soit sur le côté scolaire, puisque j'avais poursuivi les études, que ce soit sur le côté financier, donc pour travailler. Même au niveau relationnel, c'était compliqué. Ok, donc tu es arrivé ici tout seul? Je suis arrivé avec ma sœur et avec une infirmière de vol. Le but c'était de venir me faire soigner. Je suis arrivé avec un passeport d'urgence puisque j'avais fait un AVC quelques temps avant. Et comme en Guadeloupe on n'avait pas les soins médicaux recommandés pour me soigner, donc je suis parti. Ok, donc tu es arrivé en France, et là qu'est-ce qui se passe? C'est compliqué? Oui, je me concentre déjà sur les soins, donc je suis arrivé, je me suis fait hospitaliser à la Pitié-Salpêtrière pendant quelques temps. On m'a fait une série d'examens où on m'a remis en forme, on m'a donné de nouveaux traitements, ça a fait ce qui a fait la différence aussi. Au niveau des crises, donc j'en faisais beaucoup moins. Et là, t'avais quel âge? Là, je devais avoir 17-18, je venais d'arriver. Ok, et en ce temps-là, t'allais toujours en cours? Ouais. D'accord, ça veut dire des fois, t'avais des crises à l'école et tout? Tu connais personne ou t'avais un peu de famille? Non, même pas? J'avais juste quelques membres, mais encore, le contact n'était pas full, donc je ne pouvais pas me permettre d'apparaître comme par magie. Okay. Dire ça y est, je pense à toi, juste parce que je veux que tu m'héberges, donc c'est pas c'était mort. Ok, et après qu'est-ce qui se passe? Après j'ai cherché du travail puisque au départ j'étais uniquement boursier, donc je vivais de 500 €, mais bon, j'ai pas besoin de dire que vivre de 500 c'est chaud. J'ai commencé à chercher du taf, donc le premier truc que j'ai trouvé de légal on va dire c'était modèle photo. Okay. Mais je pouvais pas en faire souvent puisque du coup je fais ce qu'on appelle de l'épilepsie photosensible. Okay. Donc tout ce qui était flash, luminosité, soirée aussi, boîte. C'est pas moi que tu vas voir souvent en boîte parce que voilà. Ouais. Mais des fois ça veut dire que t'es pas trop soirée ou t'es plus soirée à part? Je suis plus soirée à part. C'est-à-dire quand tu vas en soirée tu dis mais t'es pas de lumière, c'est tout noir. C'est ça. Non mais en vrai tu rigoles mais c'est vrai. Donc à l'époque j'étais en L1, j'ai fait du droit pendant 2 ans. Okay. Et du coup, j'étais à fond dedans. J'essayais de trouver des tafs, donc j'ai eu le temps de faire modèle photo, sinon avoir des petits tafs au black, mais ça durait pas assez longtemps puisque quand les gens apprenaient pour moi ou voyaient par eux-mêmes que j'avais un état, ça devenait compliqué. Ils étaient terrifiés. J'ai ce qu'on appelle des pertes de mémoire chroniques. Donc par exemple, tu vas me parler d'un truc à l'instant T, j'aurais oublié ce que c'est. J'ai aussi des pertes de mémoire passagères. Généralement, ça intervient quand j'ai des crises convulsives. Donc selon l'intensité de la crise, je peux avoir des trous de mémoire de quelques jours, quelques mois, ou si j'en fais vraiment plusieurs à la chaîne, je peux aussi me réveiller et ne même plus savoir comment je m'appelle. Ça m'est déjà arrivé. Donc ça veut dire, là même aujourd'hui, c'est des trucs... et du coup, je voulais dire que tu me devais 1 500 €. Donc là, je te le rappelle, voilà, au moins maintenant tu sais, tu pourras me les redonner quand? J'ai eu des réactions comme ça, justement. Ok, d'accord. C'est ce que j'ai trouvé dommage avec les gens, ou sinon... Ah, il y a des gens qui t'ont vraiment fait ça? Ouais. Qui sont arrivés, qui m'ont dit tu me dois de l'argent, ou même pour la plupart du temps c'est eux qui me devaient, ou sinon je suis tombé aussi sur des gays qui essayaient de me faire croire que j'étais gay, pour de vrai. Qui arrivaient, qui me disent non je te jure, ou sinon j'avais des filles que je n'avais jamais vues de ma vie, et qui me disaient qu'on s'était fréquentés, etc. Parce qu'ils savaient ta maladie. Exactement. Vous avez vu comment les gens sont mauvais? C'est chaud. Non mais aussi, quand tu perds la mémoire, tu perds tes repères. Moi sur l'instant T, peu de fois où ça m'est arrivé, les pertes généralisées comme ça, je me souviens vraiment de rien. J'ai paniqué au début, puisque je me souvenais de rien.
je reconnaissais personne. J'étais agressif puisque je me laissais pas faire, puisque j'avais confiance en personne. Ce qui est chiant avec ces trucs-là, c'est que la mémoire ne revient pas forcément quand tu aurais aimé qu'elle revienne. Tu as des bruits, des images, des sons. Mais dans tous les cas, tu ne choisis jamais le moment. Donc, en attendant, tu es frustré parce que tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas qui t'entoure, tu ne sais pas ce que tu es capable de faire, tu ne sais pas ce que les gens autour de toi sont capables de te faire ou même de supporter. Quand tu es venu en France, tu vivais avec ta sœur? Ouais, pendant les premiers mois, et puis rapidement j'ai pris mon appart parce que elle était déjà en couple. Ah, ok. Premier enfant. Ah, ok. Et puis j'aime mon neveu, mais à l'instant T, le bébé, les études, je faisais du droit, ça va pas ensemble. Ça va strictement pas ensemble. Franchement, pour le coup, j'y arrivais pas. Et tu as réussi à, tout seul, au niveau des crises et tout? C'est à ce moment-là, c'est ma mère qui était passée me voir, qui m'a donné une astuce. Elle a mis des photos de ma famille partout. Par exemple, elle a mis aussi des lettres rédigeant ma situation, donc elle m'explique que c'est pas la première fois que je perds la mémoire, que c'est quelque chose de commun. Elle m'a aussi laissé des numéros d'urgence, donc notamment elle, mes frères, mes amis proches, les plus proches, qu'elle connaît également. Alors là, tu es dans ton petit appartement, appart étudiant, tout ça, et tu finis tes études? Non, j'ai fait ma première année de L1. D'accord. J'ai dû la faire 2 fois pour la valider. D'accord. Et ensuite, je suis passé en histoire. Et à un moment, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une perte de mémoire généralisée. Ok. Donc, j'ai fait 3 crises convulsives d'affilée. Le médecin m'avait expliqué que durant les crises, du fait que je ne me suis pas réveillé entre-temps, mon cerveau a manqué d'oxygène. Quand je suis revenu à moi, je savais même plus comment je m'appelais. Je me souvenais plus de rien. Ma mère qui m'avait laissé les affiches, les photos. Donc, je me suis retrouvé à l'appeler, la contacter, lui expliquer. Même à ma voix, elle a reconnu que il y avait un problème. Mais est-ce que tu te souviens que c'est ta mère? Non, sur l'instant T, non. Mais tu sais que c'est ta mère parce que c'est marqué? Exactement. C'est-à-dire que tu parles à une dame? À une personne. À une personne. Sur l'instant T, dont je me souviens pas. Donc t'appelles ta mère? Donc j'appelle ma mère, je lui explique la situation, elle me rassure, elle me réconforte aussi. Elle me propose la solution suivante où elle m'explique de lui envoyer ma bourse pour qu'elle puisse payer mes factures. Mais elle avait des soucis d'argent, elle m'en avait pas parlé. Ce qui a fait que quand son gestionnaire s'est rendu compte qu'elle avait reçu une somme, il l'a débité. Et malgré tout, elle était encore à découvert. Donc, je n'avais plus d'argent. Et elle ne pouvait pas m'aider non plus puisqu'elle était à découvert. J'ai dû tenir peut-être maxi 2 semaines. Et de là, j'ai crevé de faim. Systématiquement, quand j'avais faim, je buvais. C'est tout ce que je faisais. Donc, voilà. Et au fur et à mesure du temps, ça devenait physiquement plus difficile. J'étais anémié, j'ai perdu 10 kilos. Tu sortais de chez toi ou J'ai essayé, je me souviens même qu'à l'époque, j'avais même passé un entretien. Et je me souviens même que pendant celui-ci, mon nez il avait saigné. Et la dame m'avait dit conseiller plutôt d'aller me faire soigner plutôt que de chercher du travail. Et après, qu'est-ce qui se passe? Par la suite, j'ai continué à chercher, jusqu'à un moment où j'ai eu un taf au black avec une amie. On faisait des livraisons sur toute l'île de France, et Paris notamment. Et on livrait donc capsules, ballons. Donc on avait fait ça un premier week-end, ça s'était bien passé. Le gars nous avait payé normalement, c'était chill. Et on est revenu pour faire ça un deuxième week-end. Et à un moment, on est vers, je crois, Rissorangis, dans le 9-1, si mes souvenirs sont bons. Et l'embrayage crabe sur nous. Impossible de passer les vitesses. Et comme par hasard, à un moment, on arrive dans une pente. Il y a un putain de feu rouge. Je lui dis, tu sais là, si on arrive au feu, il est rouge, on va même pas. C'est mort. Ouais, c'est fini. Ouais, c'est fini. Et comme dit, comme fait. Rouge, et on a calé, donc on s'est retrouvé coincé. Ah, vous étiez comme ça du coup? Ouais. On s'est retrouvé coincé, on a dû mettre la voiture sur le bas-côté à 2 et tout. Et de là, elle a commencé à faire tout son répertoire, à appeler les gens, etc. Moi, je lui avais déjà dit que c'était pas une bonne idée. Qu'il était un peu 1h du matin, un gros week-end, un gros dimanche, tu vas pas faire les gens sortir de chez eux. Encore plus si tu commences par dire j'ai besoin d'aide mais je suis séché. Tu vois. Putain. Donc de là on est resté des heures et des heures et des heures parce que quand je te dis qu'elle a fait tout son répertoire, c'est pas une blague. Elle a vraiment... Mais il y avait personne. Et il y avait aussi, tu vois, le côté où le gars pour qui on bossait, entre-temps il était passé, il était venu, il avait récupéré la marchandise qu'on devait continuer à vendre, l'argent qu'on avait fait, en nous disant qu'il allait nous envoyer quelqu'un avec l'argent, avec lequel il allait nous payer, et qu'il allait nous envoyer quelqu'un aussi pour nous ramener. On n'a vu personne. Personne. Il nous a pas payé ni d'Adam, ni d'Ève, que ce soit ni moi, ni elle. On s'est retrouvés comme des cons.
Donc à un moment, je descends fumer parce que j'étais énervé, puisque j'avais dit à ma pote que c'était mort. Il y a une voiture qui s'arrête. Genre, j'étais au niveau d'un arrêt de bus, donc elle s'est mise sur le bas-côté et tout. La vitre descend, je vois 4 filles dans la voiture. Elles me regardent, elles me disent bonsoir, elles m'abordent normal. Mais là, il est quelle heure là? Là, il devait être peut-être, ouais, 2h30, 3h. Ok. Donc elle s'arrête, elle m'aborde, elle me parle, me drague, commence à me dire que je suis beau, chèvre. La nuit? Ouais, comme ça, ouais. Genre normal. Et à un moment, elle me propose de venir, genre elles me disent qu'elles sortent d'une soirée, que là, elles vont faire un autre truc, qu'ensuite elles font un after chez elles. Et que, honnêtement, je suis mignon, je suis leur type, enfin, à voir si il va se passer un truc. Excuse-moi, oui. Pause. Parce que là, t'es en galère. On est d'accord? Ouais. Avec ta pote. Ouais, c'est ça. Il y a des meufs qui s'arrêtent devant toi, qui te parlent, qu'ils ont le temps de dire on va en soirée. Non. Et pendant tout ce temps, t'as pas dit hey, là, je suis en galère, aidez-moi. Non, mais j'ai laissé parler, je les ai enchaînés parce qu'au départ, je suis arrivé, j'étais blasé. Ouais. Limite, je faisais la gueule. Ouais, donc quand elle m'a abordé, genre, c'était en mode. Elles ont cherché à me faire rire. Ok, d'accord. Et elles m'ont fait rire, clairement. Ok. Et sur l'instant T, moi, ça m'a fait du bien. Donc je suis pas arrivé tout de suite sur mon problème. Ouais, donc à un moment dans la discussion, quand elles viennent à me proposer, même insister, ben, je leur dis écoutez, on est en galère, on est comme ça. Elles nous expliquent que là où elles vont, ben, c'est à l'opposé. Et qu'en plus de ça, ben voilà quoi. Elles veulent bien m'emmener moi, mais que honnêtement, ma pote, ça va être compliqué. Je leur ai dit que dans ce cas-là, ça, c'était mort. Que je me voyais mal la laisser toute seule, puisque... Incroyable. Non, je pouvais pas. Incroyable. Je suis resté. Et à un moment, elles ont insisté en me proposant de l'argent, donc elles m'ont dit, écoute, viens, on fait ce plan, on va en soirée, on s'amuse, on fait un after chez nous, et puis on regarde comment ça dérape, et puis on paie pour ça, tu vois. Donc, quoi non, je te jure. Donc, attends. Elles m'ont proposé 150 € par personne. What? Oh. T'allais faire une bourse en une soirée là? Ah, c'est ça. T'as dit maman, attends, t'inquiète pas. Ok, d'accord. Donc après elles sont parties, t'as pris le numéro. C'est ça. T'es resté avec ta pote. Je suis resté avec ma pote, on a repris les transports, on est rentré, on est arrivé chez nous, il devait être 10h, enfin chez moi du moins. Vous avez pas dormi du coup? On a dormi un peu, après on est reparti au centre de Créteil-Soleil je crois. Ok. Elle m'a payé à manger parce que je lui avais expliqué mes soucis. Ok. Donc voilà, c'était l'une des choses les plus consistantes que j'avais mangé depuis les semaines de galère que j'avais eues. Ok. Et par la suite, elle est repartie le jour même, puisqu'elle ne pouvait pas rester. Et puis même moi-même, j'étais pas en condition de l'héberger. Ok. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai demandé à un contact de me dépanner de 20 €. J'ai refait mon contour. Et ensuite, je suis allé manger un kebab, je te mens pas. Et de là, je les ai rappelées, donc elles ont accepté. On est sortis, on a fait une soirée. On a eu l'after comme prévu. Et puis c'est parti en couille, donc j'ai couché avec les 4 en même temps. Et je suis reparti le lendemain matin avec 600 €. Donc de là, j'ai payé mon loyer un peu sur lequel j'avais du retard. J'ai réparti un peu l'argent que j'avais eu. J'ai aussi mangé comme un porc, je mens pas, notamment. Donc de là, je leur ai demandé de faire du bouche à oreille. Quelques jours après, j'ai une autre fille qui est venue me voir. Ah, c'est toi qui leur as dit, si vous avez des potes, n'hésitez pas. Hein. Exactement, c'est ça. Ok. Et de là, à un moment, genre, au fur et à mesure du temps, je me suis carrément inscrit sur un site, ce qui a doublé mes effectifs. Et du coup, voilà, j'étais escorte, donc j'accompagnais des gens. Il y avait aussi des jeux de rôle, donc je suis tombé par exemple sur des lesbiennes ou même des homosexuels qui cherchaient par exemple à vérifier l'homophobie de leurs parents, voir s'ils étaient... L'homophobie? Oui, voir si... Parce que certains savaient qu'ils l'étaient déjà, donc ils voulaient voir jusqu'à où ils étaient capables d'aller, donc je me faisais passer par exemple pour un gay. J'étais l'ami gay qui était invité à la maison. Incroyable. Qui avait des mimiques, etc., qui parlait de sa sexualité ouvertement. Ok. De façon à avoir... En fait, t'es un acteur aussi. Voilà, de façon à avoir la réaction je peux te prendre dans mes vidéos, du coup. Ouais, clairement. C'est incroyable. De façon à voir si leurs parents étaient réceptifs, non serait-ce qu'au niveau au moins de leur entourage, de façon à ce que ils ou elles puissent faire leur coming out après par la suite. J'ai comblé des manques affectifs aussi, donc mari absent, militaire aussi absent. Ok. C'est peut-être vers la 3e, 4e, non, même pas. Je dirais peut-être 5e cliente où j'ai fait un resto, où j'ai dû avoir mon premier jeu de rôle, où je devais le faire passer pour son petit ami, puisque du coup c'était une fille qui était étrangère, qui était arrivée en France, et en fait qui faisait le même taf que moi, qui était également escorte, et qui cachait sa rentrée d'argent derrière un petit taf et une relation solide de 2 ans. Donc c'est-à-dire qu'elle était en couple?
Ouais, donc elle avait dit à ses parents qu'elle était en couple, que son copain gagnait bien sa vie, qu'il l'aidait, qu'ils étaient deux, que ça se passait super bien. Sauf qu'au bout de 2 ans, elle n'avait montré aucun visage. Mais pourquoi toi? Parce qu'après, comment elle va faire pour montrer? C'est-à-dire qu'elle avait, quand même, bon, au jour d'aujourd'hui, toi et moi, nous savons ce que nous mangeons, donc c'est-à-dire que tu as un style. Donc de là, elle avait donné une idée à ses parents, elle avait donné une description, et moi, je rentrais dans la description en question. Donc je me rapprochais de ce qu'elle avait dit. D'accord. Et de là, je me suis présenté, j'ai donné les infos qu'elle m'a données. C'est incroyable, c'est un film. On a joué clairement un jeu de rôle où j'étais son petit ami, il y avait des bisous, des mains. Okay. Enfin, elle avait menti à ses parents, moi, chose que je n'ai pas faite. Okay. J'ai été honnête. Quand ma mère m'a demandé ce que je faisais, puisque à un moment, voilà, je lui ai dit honnêtement, maman, c'est ce que je fais. Je lui ai pas menti. Comment elle a réagi? Elle ne m'a pas jugé. Ma mère, c'est la meilleure. J'ai pas de sujet tabou, j'ai pas de frein avec elle. Mais est-ce qu'elle t'a, elle t'a dit ok si t'arrives à t'en sortir, ou elle t'a encouragé, ou elle t'a dit non mais essaye de faire quand même autre chose? Non, ma mère m'a dit, elle ne m'a pas jugé déjà, et ensuite elle m'a encouragé à faire autre chose, c'est-à-dire que elle pouvait comprendre le pourquoi. Elle m'a simplement dit que du moment où j'aurai l'occasion de pouvoir faire autre chose, de saisir l'occasion. Okay. Et surtout de tout faire en sorte pour sortir de là, puisque forcément ça va avoir un coût, que ce soit mental ou psychologique sur moi, et elle avait raison. Est-ce que par rapport à toute cette expérience que tu m'as racontée, est-ce que tu as une pire expérience avec une cliente? Honnêtement, la pire expérience, je pourrais pas donner les noms. Oui, non, non, quand même. Je pourrais pas, voilà. Mais la pire expérience que j'ai eue, c'était avec une nymphomane. Ok. Parce que jusqu'à là, moi je connaissais qu'une facette de la nymphomanie. Pour moi, au jour d'aujourd'hui, j'en compte 2. Okay. Donc c'est-à-dire que j'étais tombé sur une nymphomane. Pour moi, la nymphomanie, comme la majorité des gens, c'est une personne qui est dépendante du sexe, qui est sexuellement addict. Jusque-là, c'était l'idée globale que j'avais, comme moi aussi. 100% des gens. Okay. Là, j'étais tombé sur une fille qui, en fait, c'était l'opposé de ça. C'est-à-dire que quand elle avait des rapports, elle devait, si par exemple tu stimules le clitoris avec des caresses, elle se mettait des coups de poing, des claques pour avoir un frisson, c'est-à-dire que elle était clairement stimulée mais avec une violence brute. Mais c'est elle toute seule ou elle te disait ouais frappe-moi? Pareil. Les deux? Les deux. Tant que c'est aller frapper, ça passe. Allait dans les deux sens. Par exemple, la première fois où elle m'a fait venir, c'était seule, j'avais accepté. On avait eu... Elle t'a prévenu avant? J'étais pas prêt. Et notamment, en fait, aussi, c'était une fille qui était en couple. J'ai oublié de le préciser. Donc, elle sortait avec un gars. Donc, le gars tout seul n'arrivait pas à la satisfaire. Donc, la première fois où j'ai eu des rapports avec elle, c'était dans un plan à 3. Avec son gars? Ouais. Ok. Clairement. Et de là, elle m'a fait revenir une fois où j'étais tout seul. Où elle m'avait attendu chez elle. J'avais les clés. Elle m'avait laissé les clés. Elle m'avait donné un double. Et je suis rentré, et quand je suis rentré, elle avait une sorte de canapé d'angle avec de gros accoudoirs. Elle était couchée sur l'un des accoudoirs, fesses en l'air, attachée avec des sangles, et j'avais un martinet posé sur la table. Quand je suis arrivé, j'ai retiré ma veste, je me suis mis à l'aise, et j'ai dû lui fouetter le cul jusqu'à ce qu'elle saigne. C'est-à-dire qu'il y ait des plaies, que ça s'ouvre, qu'il y ait des bleus, genre... Mais t'avais pas peur qu'elle te dise ah je connais... Moi personnellement, à un moment, je fermais les yeux parce que l'image me chutait un peu, et j'ai dû avoir des rapports avec elle comme ça. C'est-à-dire que juste après l'avoir fouetté mes chameaux martinets, j'ai eu des rapports avec elle. Je me souviens encore que le sang séchait. Ok. Tu vois la sensation, elle était pas ouf. Et t'arrivais quand même à être... je te mens pas, j'étais protégé, bien sûr, mais... Non, mais tu prenais des trucs qui t'aidaient, ou... Je te mens pas, j'avais bu du gingembre. C'est tout. J'étais tombé sur un ami qui m'avait parlé d'un aphrodisiaque que j'avais bu aussi. Et ça fonctionne? Ouais, gingembre et aphrodisiaque, oui. Ok. Peut-être séparément, j'aurais peut-être eu des doutes, mais le mélange des deux m'a... Ouais. Et la troisième fois, elle a cherché à venir me voir, et c'est là où j'ai coupé les ponts. Elle m'avait appelé, j'étais venu. Et quand je suis rentré dans l'appartement, il y avait 10 gars, tout nus, genre... T'es arrivé le dernier? Ouais, j'étais le 11e.
clairement. C'est la même fille? Ouais, la même fille. Et dont son mec était là? Ouais, le mec faisait partie des 11. Et quand j'arrive, il y a des mecs qui me fait signe de venir normal, genre... Yo frérot! Ouais, c'est ça. Et t'es tout nu, tu vois, genre... tu vois, j'ai bugué, au final, je suis venu. J'ai regardé les gars, j'ai dit, honnêtement les gars, c'est pas faux pour vous manquer de respect, hein, mais je peux pas. Ah, tu leur as dit là que tu... Mais oui, j'ai dit, regarde tout ce que tu as déjà là autour de toi. Tu es bien équipé, tu veux que je fasse quoi? Je lui ai dit que je rentrais chez moi, clairement. Je suis rentré, elle m'avait déjà fait le virement PayPal, je lui ai renvoyé. Et puis basta. Et là, c'était la dernière fois? C'est la dernière fois que je l'ai vu. Et est-ce que toi, tu t'es fixé des limites? Ben, quand j'avais la possibilité de savoir, enfin, je demandais toujours ce pourquoi je devais venir, notamment. Mais ce qui est bien quand tu es escorte, entre guillemets, c'est que tu as la possibilité de refuser. Donc quand les gens venaient à me dire des choses que je n'avais pas l'habitude de faire, ou même sur l'instant T, je ne me voyais pas faire, ben je disais simplement non. Les seules fois où je me suis retrouvé à être, entre guillemets, forcé, c'est que la personne ne m'avait pas dit, m'avait déjà payé, et j'étais déjà sur place. Et est-ce que t'as eu des occasions de faire autre chose comme métier? Alors honnêtement, je les ai saisis, c'est juste que, pareil, j'ai eu le temps de... Entre-temps, j'ai fait... comment ça s'appelle encore? J'allais vendre la fibre chez les gens. J'étais employé commercial pour Bouygues, donc j'allais vendre des contrats. Et pareil, eux, ils ne m'ont pas gardé longtemps, puisqu'à un moment, je me suis retrouvé être hospitalisé. J'avais eu des épisodes épileptiques où on m'avait gardé plus de 3 jours. J'étais revenu avec tous les documents importants. Certificat, certificat de mon neurologue, tout, la totale. Non. Et du coup, t'as continué... Donc, je continue ce que je faisais. C'était la seule rentabilité sûre que j'avais. Et du coup, ça me permettait de manger. Ça a toujours été la première démotivation. C'était pas en mode, je me suis dit, ça y est. Ouais, j'ai compris. Et ton plus gros mois que tu aies pu prendre? Le plus gros mois, alors déjà en une soirée, j'étais capable de faire 1003. Ça dépendait de ce que je faisais, mais par exemple, une fois, j'ai eu un enterrement d'une jeune fille et le lendemain, j'avais été payé 1003. Donc, si je comptabilise ce mois-ci... Environ, après, tu peux à peu près, si je comptabilise tout ce que j'ai fait après, j'ai dû tourner dans les 5000, 6000. Ok. Toi, si tu pouvais choisir le métier de tes rêves, qu'est-ce que tu aimerais faire? Ouais, je serais dans le commerce. Honnêtement, je pense que j'aurais une entreprise. Bon, reste à voir, je pense que ça aurait été avec ce qui fonctionne le plus sur l'instant T. Et ouais, j'aurais une entreprise puisque j'ai ce contact full avec les gens, où je parle assez facilement, où je n'ai aucun problème à rentrer en contact, où c'est simple. Tu sais de quoi ou pas Comment? Une entreprise, tu sais de quoi? Une entreprise? Non, pas spécialement. Je pense que si demain j'ai la possibilité de le faire, je vais me concentrer sur le sport déjà, puisque là actuellement c'est ce que je fais. Actuellement je suis apprenti manager et employé polyvalent dans un Monoprix. Je suis en formation alimentation et en sport. Le but c'est de devenir coach sportif, donc je vends déjà des programmes alimentaires, renforcement musculaire, perte de poids. Je continue encore les shootings, les clips aussi. Et je coiffe les locks. Donc incroyable. Voilà, donc et même là actuellement je vais essayer de me développer un peu plus de façon à pouvoir coiffer tout type de cheveux, tout le monde. Ok. Je trouve ça fou. Et en fait là, ta force mentale et même comment tu t'es relevé, comment tu t'es accroché à ce que tu fais, ça c'est complètement la crazy positivity. Le mec t'aurais pu sombrer en vrai. En vrai, t'aurais pu sombrer. Il y a plein de gens faibles et tout. T'es resté fort, t'as fait des montagnes russes, t'as eu des moments difficiles, des moments où t'as dû faire des trucs, pas vraiment le choix, etc. Et là, tout ce que tu fais, donc je vous invite à suivre ce monsieur. N'hésitez pas, que ce soit pour le sport, la coiffure, pour tout. Ou même des projets professionnels, donc musique, clip, shooting. Je suis partant. Donc voilà, l'histoire touche à sa fin. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous voulez d'autres concepts comme celui-ci. D'accord? Et aussi, ceux qui veulent raconter leur histoire, envoyez-moi un message sur Instagram. C'est tout. Allez, ciao ciao.